Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Clément Maraîcher du Nord. On est lundi, début de la semaine 8. Et on commence la semaine avec quelque chose de très délicat. Puisque vous vous rappelez, j'avais semé ici la pépinière de poireaux. Et j'avais dit il faut que je surveille la levée pour faire un désherbage thermique juste avant la levée. Le problème, c'est que ça commence à sortir. Ça a même bien commencé à sortir à certains endroits. Si on regarde comme ça, on voit un petit peu les lignes. Enfin, vous allez peut-être pas le voir. C'est assez léger. Et en fait, le problème, c'est que je crois que cette ligne ici, elle a levé un peu plus rapidement que les lignes du bord que je regardais toujours. Parce que je levais le P17 juste à cet endroit-là pour regarder s'il y avait la levée. Le problème, du coup, c'est que maintenant, c'est levé. Il y a plein de petites mauvaises herbes, donc il faut que j'y aille, il faut que je les désherbe. Donc, on va utiliser le désherbeur thermique. Mais je vous avoue que j'en ai pas du tout l'habitude. C'est quelque chose d'assez délicat parce que faut pas insister trop, sinon on peut tuer la culture. Enfin, normalement, quand c'est fait en prélevé, il n'y a pas de problème, tu peux y aller comme tu veux. Là, oignons, oignons et poireaux de semis, je sais qu'il y a des sensibilités qui sont moindres à la levée. Donc il y a des possibilités de désherber soit tout de suite après la levée, mais vraiment très tôt, ou alors d'attendre le stade drapeau. En fait, l'oignon, je vais essayer d'en trouver un. Par exemple, hop, si je prends celui-là, en fait, l'oignon ici, il fait sa première feuille, enfin sa première tige. C'est le stade plantule, hein, c'est même pas la première feuille ici. Et ensuite, il y a cette petite micro-feuille là, qui va. Là, on va dire que c'est en stade fouet. Donc, ça, c'est le stade extrême de sensibilité. Normalement, il ne faut pas désherber à ce moment-là. Enfin, en thermique. Ensuite, la feuille elle va faire ça. Ça sera en stade drapeau quand il sera à la perpendiculaire ici. Et à ce moment-là, c'est le moment auquel on peut désherber en thermique parce qu'en fait, c'est l'initiation de la première feuille. Il y a une toute première feuille qui va sortir. Et donc ça va cramer. Mais la première feuille va pouvoir sortir. Alors, faut choper ce stade-là. Je m'étais dit, je me suis gouré, j'ai pas eu la prélevée, donc du coup, je vais attendre ce stade. Le problème, c'est que les stades sont très hétérogènes. Étant donné que c'est un sous-marin mécanique pas précis du tout, à différentes profondeurs, enfin voilà. Je devrais se mettre au pneumatique, mais quand je veux mettre qu'une seule bande avec 5 lignes, c'est pas possible avec le pneumatique. Je mets de la pluie à chaque fois sur la caméra. Bref. Donc du coup, tant pis, je vais faire abstraction de ça. Donc je passe le brûleur là. Et s'il y en a qui meurent, c'est pas très grave puisqu'il y en a encore qui doivent lever après. Mais bon, j'aimerais pas avoir trop de pertes. C'est surtout la première ligne qui est la plus levée. Après ça va mieux. Et normalement, quand c'est en train de lever, normalement c'est pas trop sensible. Après voilà, j'ai fait un premier passage ici, mais j'ai pas osé insister. J'insisterai un peu plus sur les 4 prochaines lignes. Allez, je vous montre comment ça marche. Donc là j'ai une bouteille de gaz. Donc j'y allume le gaz. Hop. J'allume ici aussi. Voilà. Voilà. Et ensuite avec la gâchette, il faut mettre un peu plus de gaz. Et l'idée, c'est d'avoir la flamme bleue sur les mauvaises herbes, mais assez rapide quoi. Faut pas insister dessus, sinon les poireaux qui sont à côté, je vais les griller. Donc c'est un peu délicat. C'est pas assurance tout risque, mais bon, on va essayer. Hein. Ça, j'ai pas le choix, sinon après faut tout désherber à la main et c'est cata. Alors si j'avais été vraiment prélevé, j'aurais fait des mouvements de va-et-vient pour couvrir la planche, ça aurait été plus simple. Mais là, comme il y a un peu de levée, je préfère être précis, donc du coup je fais ligne par ligne à une vitesse la plus stable possible. J'aurais pu faire ça. Hein. Ça aurait été l'idéal, plus simple. J'aurais pas dû me balader la bouteille tout le long à chaque fois.
Mais je préfère le faire comme ça. Je pense que ce sera un peu mieux. Alors maintenant on verra ce que ça donne. En tout cas sur les mauvaises herbes là on est ok. Je prends cet exemple ici parce que là on a vraiment des stades sortis de terre. On voit qu'on a un petit peu brûlé, c'est un petit peu marron sur la plantule. Mais à mon avis c'est pas négatif. Je pense pas que ça va l'arrêter. Enfin, j'espère pas. Tandis que là les petites mauvaises herbes à côté on voit elles sont complètement couchées, celles-là elles vont crever. Donc verdict dans... Je sais pas au bout de combien de temps on peut s'assurer tout ça, on verra dans les jours qui viennent si ça continue à... Je vais mettre un petit jalon sur une plantule qui me semble un peu fatiguée et on verra si elle repart ou pas. Pour commencer la semaine aussi, on change les pneus de la remorque de Kuma. Donc on passe sur le remplacement de ceux-là qui était, comme vous voyez, au bout du bout. Donc là on a le First Stop qui vient pour changer les pneus à domicile. Ça c'est toujours bien quand tu dois pas amener les pneus, qu'ils puissent tout faire. Ils ont des camions aménagés en fait avec tout le matos. Donc notamment cet engin que j'avais jamais vu, qui permet de monter le pneu, enfin faire un pré-montage avant de le monter sur la benne. Et c'est vrai que quand je vois les nouveaux pneus, je me dis que l'arrière va suivre certainement prochainement. Mais bon, à mon avis, ce sera pas pour cette année. On va encore lui faire une campagne. Des pneus en mauvaise forme sur une benne, c'est pas ce qu'il y a de plus grave parce que y a pas de traction en fait. Donc là, on les a changés. Bon, certes, ils sont usés, donc il fallait le faire, mais c'est vrai qu'ils nous embêtaient tout le temps avec des crevaisons lentes et des choses comme ça. Donc à un moment donné, quand tu es en saison, que tu as des problèmes de... Tu charges ta benne et que tu as ton pneu à plat, tu as l'air un peu con. Donc du coup c'était vraiment nécessaire pour le coup. Pour l'arrière pour l'instant ça peut attendre. On est mardi matin et ce matin je vais vous montrer le conditionnement de pommes de terre plus en détail. Allez go! Alors là j'ai déjà des pommes de terre qui sont dans le déterreur. J'ai encore un Palox de plus. Là on va travailler la variété Binch. Alors vous vous demandez certainement ce que c'est que cette machine. Alors ce qu'on appelle un master, c'est un chauffage qui permet de chauffer assez rapidement l'atmosphère de l'hangar. Pourquoi je fais ça? Parce que dehors il gèle un petit peu et il est fortement conseillé de travailler des pommes de terre à une température un peu plus élevée. Au moins allez, 8-10 degrés pour trier des pommes de terre. Parce qu'en fait le froid ça va les sensibiliser et donc du coup au moindre choc elles peuvent avoir un coup, tandis que quand on est au-dessus de 8 degrés et elles sont beaucoup moins sensibles au choc. Donc j'aime bien chauffer un petit peu. Donc là le canon je l'envoie vers le déterreur pour que ça chauffe un peu la masse du déterreur et puis aussi le Palox comme la chaleur monte. Et donc retournement de Palox je vais vous le montrer après parce que j'en ai encore un petit peu. Ah non, quoi que je peux le dire. Je vais retourner tout de suite. Alors ça ici pour commencer c'est le retour de Palox puisque toutes les pommes de terre comme vous le savez sont stockées en frigo. En frigo pas très froid, en frigo on est à 7-8 degrés. Et donc on les pose sur cette machine et ensuite on actionne ici pour vider le Palox dans le déterreur. Ensuite on vide au fur et à mesure de l'avancée du tapis. Ensuite ici on a le déterreur qui fait pas office de déterreur puisqu'il n'y a plus de terre et qui va permettre de déstocker les pommes de terre, de les acheminer
jusque là-bas. C'est un grand tapis central avec ici un module de déterrage qui ici va permettre uniquement de, on va dire, de dépoussiérer. Ça remet les pommes de terre en mouvement et ça enlève la poussière passe à travers, tombe sur le tapis là et tombe ensuite dans le bac de terre. Ensuite les pommes de terre vont jusqu'au tapis secondaire qui va les acheminer jusqu'au la petite sauterelle ici, le petit tapis élévateur que j'ai acheté récemment. L'intérêt de ce tapis, il va plus lentement et comme j'avais dit, une fin plate pour qu'ici la chute soit amortie, enfin la chute soit la plus douce possible. Ce qu'on voit, voilà, entre là et là il y a très peu d'espace et en plus ici on a un amortisseur, donc c'est un petit caoutchouc bleu là qui permet d'amortir toutes les pommes de terre, donc là il n'y a aucun choc. Ensuite ici on a le calibreur, trieur calibreur qui est actionné par ce petit moteur. Bon, c'est une vieille machine hein, qui doit avoir 50 ans, qui fait tourner ici, et avec ce système un peu vilebrequin là, ça fait secouer le trieur et donc les pommes de terre se font forcer parce qu'il y a une légère pente et en plus avec comme ça secoue, les pommes de terre elles avancent. Et ici on choisit la grille qu'on veut en fonction du calibre qu'on veut. Moi je suis sur une grille de 50 là, donc 5 cm ici. Donc tout ce qui est en dessous de 50 mm, et ben, ça passe à travers. Ça passe à travers et c'est conduit jusqu'ici pour aller dans un autre petit élévateur qui va ramener dans un palox ici pour uniquement le sous-calibre. Et donc dans ce palox là, c'est uniquement le sous-calibre qui va être envoyé en industrie, puisque nous ce qu'on recherche c'est d'avoir les pommes de terre les plus grosses possibles, même si c'est pas facile avec de la binge, pour faire de la frite assez facilement, puisque quand on prend un sous-calibre, bah, ça marche mais c'est beaucoup plus embêtant, le temps d'épluchage est beaucoup plus long, donc les gens préfèrent forcément des plus gros calibres pour les fritables. Tandis qu'en industrie, ça part dans des machines, etc. C'est tout fait en automatique et c'est fait pour faire de la purée, donc ça s'appelle des flocons. Ils font ça en fait, ils transforment, c'est ce qu'il y a là dans la purée industrielle. Vous avez c'est de la purée en flocons que vous achetez, enfin que souvent c'est pour les cantines, des choses comme ça. Voilà, c'est du flocon de luxe avec de la binge. Ensuite, ici les pommes de terre arrivent là sur le tapis, donc s'il y en a qui tombent là, c'est amorti. Voilà, ça tombe comme ça. Et c'est acheminé jusqu'à la peseuse. Et ici, on a justement cette table de visite qui nous permet de trier. J'enlève encore quelques petits sous-calibres s'ils sont passés. J'enlève les vertes, les coupées, à tout ce qui est déchets. Donc, bon, cette année, ça va. En termes de pourriture, il n'y a quasiment rien, donc ça c'est cool. Si jamais il y a des pourris, on les envoie dans le bac de terre. Sinon, bah, c'est des déchets coupés, verts, classique quoi. Et enfin, on a notre fameuse peseuse, dont je vais vous montrer le fonctionnement plus en détail, puisque maintenant je l'ai apprivoisée, donc je sais exactement comment elle marche. Donc, même s'il y a encore ce petit souci à régler là au niveau de la variation de poids de 0,4 kg, elle est très précise, mais des fois il me fait des sautes de variation qui sont un peu embêtantes. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi parce que c'est un peu technique, mais enfin c'est un détail, mais voilà. Donc allez, on essaye tout ça. Donc, je mets la machine sous pression pneumatique. Je branche le compresseur de l'autre côté là-bas. Bon, ça va changer parce que je vais ramener un compresseur qui sera uniquement dédié à ça, un petit. Là j'utilise le gros de la ferme en attendant. Dans un premier temps, comme je suis tout seul, après il y a Franck qui va me rejoindre, on fera tout en continu. Et là pour vous montrer c'est plus simple. Je vais d'abord remplir ici la peseuse et je vais vous montrer le programme après. Comme ça, je vais éteindre les machines, on s'entendra un petit peu plus. Donc pour commencer, tout est centralisé ici sur ce disjoncteur là, il va tourner de l'autre côté. Mais ici du coup ce sera comment dire, ça c'est le branchement pour le trieur et le tapis d'alimentation. Donc quand j'allume ça, les deux trucs s'allument, plus le déterreur qui est branché pareil en série avec celui-là. Donc bah, c'est parti. Donc je mets en marche le disjoncteur.
pommes de terre parce que j'ai pas allumé le déterreur. Faut que je mette le branche ça. Donc j'ai mon trimmer qui secoue, j'ai mon arrivée qui est ok ici, mes tapis transversaux qui tournent, et ensuite j'ai encore une commande pour mon déterreur, mon tapis principal avec un variateur de fréquence. Donc là je peux le faire marcher à différentes vitesses. Donc ça c'est intéressant pour jauger le débit. Et donc les pommes de terre, bon forcément je les éteins tout de suite, mais elles traversent tout ça, elles montent ici. Elles arrivent ici dans le calibreur, elles sont secouées. Ici il y a des pommes de terre qui passent à travers, c'est du sous-calibre. Ensuite j'ai branché mon tapis, je le mets en route. Bon, je me suis un petit sac pour amortir parce que j'ai pas de stop chute ici. Voilà, comme ça amortit, il n'y a pas de choc ici. Donc voilà, maintenant je vais le faire dans l'ordre. Du coup, on allume d'abord ici la table de visite. Je démarre le trieur. Et je mets en route mon déterreur. Donc celui-là il reste tout le temps en route puisqu'il est branché en direct avec tout le reste. Comme ça, j'ai qu'une seule alimentation à toucher. Juste celle-là. Ça arrive. Et là maintenant à moi de trier. Donc j'enlève encore quelques petites. Celles qui sont encore un peu trop petites, des fois découpées comme ça. Ça a été coupé par la machine quand elle a arraché. Ça arrive de temps en temps. Et ensuite à moi de surveiller là-bas. Dès que c'est plein, j'arrête tout. Sinon quand on est à plusieurs, bah forcément on est en continu. Quand on essaye d'être en continu, sauf quand ça va être pour faire du 5, à mon avis je vais aller trop vite pour faire du 5 kg. Voilà, maintenant qu'ici on est plein, je vais vous montrer comment fonctionne la peseuse. En sachant que j'ai beaucoup d'inertie puisque j'ai toute la longueur ici qui peut se remplir. Là si je connais au début, forcément je suis obligé de la mettre en route. Donc ici une fois que j'ai démarré la machine, je vais là-dessus, ce qui me permet de choisir des programmes que j'aurai moi-même prédéfinis. Donc là je sais typiquement que, alors, dernier programme en 5 kg. Ici j'ai plusieurs vitesses, de A jusque E. A jusque E, c'est des différentes vitesses du grand tapis. Et F, c'est le petit tapis que tu peux régler indépendamment. Donc là, je lui dis que tu dois aller en vitesse C, donc moyennement rapide, pour faire 3 kg. Une fois que tu as atteint 3 kg, tu passes en vitesse E, donc la plus petite vitesse du grand tapis, pour faire 1 kg, ce qui me fait 4 kg. Et ensuite, je lui demande de finir 1 kg avec le tapis de finition. Hop, donc ça, je choisis si je veux le petit... un petit tapis de finition seul ou en combiné avec le grand, bref ça c'est un détail. Et ensuite ici je lui demande la vitesse qu'il doit avoir pour le petit tapis. Ça c'est uniquement le petit. Et donc moi j'aime bien pour faire du 5 kg que le petit tapis aille lentement. Bon, à peu près les 20 Hz. Je sais qu'à 20 Hz ça va assez lentement. Et du coup ça permet de peser lentement les dernières pommes de terre. Ensuite on appuie sur démarrer. Voilà, en fait il fait son jeu de tapis en fonction du poids qui est indiqué. Et donc ici j'arrive à un final de 5,15. Et après quand on est ici sur le poste d'ensachage, on a une vision directe sur le poids. Ce qui nous permet des fois d'ajuster. Si par exemple on arrive tout pile à 5, et ben là on sait qu'on rajoute des pommes de terre parce qu'on sait jamais avec la freinte. Voilà, faut toujours avoir un petit peu plus pour être sûr d'avoir les 5 kg dans le sac.
poisson de triage. On fait les 5. On est passé sur du 25 kg et là ça dépote hein. Là du coup c'est moi qui n'arrive plus à suivre. Aujourd'hui on est vendredi, ça fait 2 jours que je vous ai pas pris, mais bon il n'y avait pas forcément grand chose d'intéressant à vous montrer. Là on va travailler un peu dans l'entretien des fraises, ça va être assez rapide. Puisque c'est assez facile en fait. Ce qu'on va faire ici pour les fraises d'extérieur, les fraises de pleine terre, on va venir un peu les épurer, enlever toutes les vieilles feuilles qui consomment en fait de l'énergie à rien, puisqu'elles sont vouées à mourir. Et puis l'objectif c'est de concentrer vraiment sur une petite plante pour qu'elle fasse des gros fruits. C'est toujours l'idée. En fait une plante, soit elle fait des feuilles, soit elle fait des fruits. Généralement au moins elle a un aspect très luxuriant, au plus elle a tendance à faire du fruit. C'est un peu la généralité des plantes, même si c'est pas toujours le cas pour toutes les espèces. Il y a certaines espèces où forcément il faut une belle plante pour qu'ensuite elle valorise son potentiel, pour ensuite faire son fruit. Là pour la fraise, bon, forcément ça va bien grandir, mais là l'idée c'est d'épurer au maximum. On dit toujours, l'idéal c'est d'avoir 3 cœurs. Donc des cœurs, c'est ce qu'on a ici. Là par exemple j'en ai que 2. Donc ici on est sur de la fraise qui a été plantée cet été, là en août. Ici j'en ai 1. Là j'en ai 2. Là on voit qu'on n'a pas énormément de cœurs, mais en soi c'est pas vraiment un problème, ça me gêne pas trop. Alors certes on perd peut-être en rendement, mais par contre je sais d'avance qu'ici sur ces fraises là on aura du gros calibre. Et en fait c'est la particularité de la Jolie, c'est que bon, c'est une super fraise, elle est super bonne et elle nous fait des gros fruits faciles à cueillir. Donc ça c'est vraiment surtout sur une première année. Des fois au détriment du rendement, c'est pas le plus gros rendement, mais en quête c'est vraiment facile. Et surtout là cette année avec la méthode de plantation sur des grosses buttes type asperge, bon c'est un peu un gros début d'asperge forcément, mais sur on est un peu plus bas pour cueillir et ce sera plus facile. Et donc là franchement bah faut pas se casser la tête hein. Tout ce qui est fragile en fait on enlève, hop tac. Si on abîme c'est pas grave du tout, donc voilà, toutes les feuilles un peu rouges comme ça, voilà. Faut y aller de façon très sévère, alors en essayant de ne pas démolir des cœurs dans la mesure où on n'en a pas énormément. Après on va aller voir de l'autre côté sur les fraises de la 2e année. Hop, si on peut désherber un petit peu en même temps. Mais là le gros avantage qui est vraiment super par rapport à ce que je faisais avant j'avais du paillage comme ça mais pré-perforé avec des gros trous. Et quand on plantait après on devait faire un passage de désherbage. Et cette année il y a eu une erreur dans les... Enfin je sais pas si c'était une vieille commande, mais j'avais jamais demandé du paillage de fraises sans... Enfin comme ça, sans le pré-trou. Et en fait c'est trop bien. Parce que du coup vous avez la taille du trou est beaucoup plus petite. Et j'ai eu 0 désherbage. Donc maintenant je vais toujours faire comme ça. Paillage non perforé. Donc voilà, première fraise ici. Là le deuxième. Entre deux ici on a les artichauts qui ont bien repris là. Ça je sais même plus à partir de quand. On en a peut-être mai, juin peut-être les premiers. Mai au plus tôt. Voilà, une deuxième serre ici de fraises. Et après ici on se dirige vers l'ancienne méthode.
Donc ça c'est des fraises qui ont 2 ans, enfin elles ont déjà fait une récolte, l'année dernière c'était super, même variété, jolie aussi. Elles avaient démarré hyper faiblard au printemps dernier. Et j'avais peur, je m'étais dit bon ça va être rien du tout, et en fait ça a été super. Parce que justement c'était des petites plantes, elles ont après grandi bien au printemps. Et il n'y avait pas beaucoup de cœur, du coup il y avait vraiment des belles fraises, faciles à cueillir, pas trop de feuillage. Ça c'était vraiment impeccable. Et donc on voit, ce que je faisais avant, c'est que j'avais 3 bandes. 3 bandes, là j'en ai mis que 2, donc on optimise un peu moins les serres. Mais par contre voilà, je vais optimiser largement la cueillette parce que c'est un peu plus en hauteur. Et surtout on va pouvoir passer de chaque côté. Parce qu'ici quand vous avez la bâche et que vous avez beaucoup de feuillage, bah, vous pouvez pas vous mettre ici, comme ça pour cueillir. Vous êtes obligé d'être ici et de faire les 2 rangs. Les 2 rangs d'un coup, ce qui fait que bah on ne cueille pas forcément tout, il y a un peu de perte. Ah bref, là c'est vraiment objectif optimisation du temps de cueillette. Et donc là, étant donné que c'est une 2e année, le travail est un peu plus conséquent ici pour éclaircir. Donc ici en fait à la fin de la dernière saison, j'ai tout tondu. Donc j'ai passé carrément directement la tondeuse à ras dessus. Mais après on voit qu'à l'automne ça a bien repoussé. Et donc maintenant c'est ça c'est ici qu'on va venir travailler. Donc là il y a une belle paillasse qu'on va venir enlever. Alors après cette année c'est un petit peu fragile je trouve. Mais c'est pas grave, puisque comme je dis on n'est jamais trop agressif avec les fraises. Voilà, comme là je tire un peu et j'ai enlevé un cœur. Mais c'est pas grave puisque j'en ai déjà 1, 2, enfin j'en ai pas 3. L'idée c'est d'en garder 3. Donc on va être un peu délicat quand même pour essayer de pas en avoir, pas chaque fois en éliminer. Et regardez ici, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je peux même enlever un cœur. Bon après je vais pas aller dans le détail comme ça, aller enlever les cœurs à chaque fois, va les compter. Tu fais ça à la voile again bistouquette et puis ça suffit. Hein. Donc là vraiment on enlève la paillasse, on éclaircit au maximum. Et comme ça maintenant la plante elle va pouvoir redémarrer maintenant que les températures remontent. D'ailleurs très grosse remontée des températures en cette fin de semaine. Là on est à, je crois qu'il doit faire 14-15 degrés là, fin de matinée. C'est impressionnant hein, par rapport, on a pris plus 12 par rapport au début de semaine. Grosse variation. Mais bon c'est une bonne chose. Après la luminosité est pas non plus exceptionnelle hein, toujours pas mal de nuages, donc c'est un peu dommage. C'est déjà pas mal qu'on a limite chaud là. Bon, et la particularité aussi pour cette année, c'est que étant donné que j'ai une serre de fraises en hors-sol, mon objectif c'est qu'on ait les plus précoces en serre, que ce soit c'est ce qui arrive en premier, et qu'ensuite on prenne le relais avec la pleine terre. Donc pour ce faire, habituellement on bâchait à cette époque ici, à partir du 15 février, on bâchait les tunnels fraisiers en extérieur pour que ça monte en température plus rapidement et qu'on ait de la fraise un peu plus précoce. Là étant donné que je vais prendre le relais parce que il n'est pas question de tout avoir en même temps, si j'ai la serre hors sol en même temps que les 3 serres ici, j'en aurais beaucoup de trop. Donc du coup l'idée c'est de bâcher le plus tard possible, en bien sûr sans dépasser le stade floraison. S'il y a des fleurs là il faut bâcher, parce que s'il pleut sur des fraises qui ont des fleurs, ça peut induire des gros problèmes de qualité. Donc du coup je me laisse le temps. En plus on va passer la période des vents là, février-mars, souvent on a des fois de petites tempêtes, parce que les serres de fraises, les tunnels mobiles comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus costaud par rapport aux tempêtes, contrairement aux grands tunnels. Donc voilà, on va se laisser le temps. Bon là c'était déjà posé. Pour celle-là, ces 2 nouvelles serres, on doit encore mettre les vrilles, mettre les arceaux, bâcher. Bref, il y a un peu de boulot là-dedans.
C'est vrai que c'est tout du boulot qu'on doit pas faire dans une serre quand elle est en place en fraiseur sol, c'est un gros avantage. Mais bon, ce sera, comme je dis, l'intérêt d'avoir les deux, je pense que ça va être bien. Pouvoir comparer, de pouvoir proposer aussi les deux produits aux clients, puisque on aura forcément un chevauchement, hein. Sur une grande partie de la saison on aura les deux. Mais je veux pas que les deux pics ils arrivent en même temps surtout. Parce qu'il y a toujours un moment donné, quelques jours, quand il fait très chaud, on a des pics de production. Et ça serait bien de les décaler. Si j'ai un pic de production hors sol et un pic de production en pleine terre en même temps, là c'est clair, je vais pas savoir quoi en faire mes fraises. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors je voulais vous montrer aussi le résultat du désherbage thermique sur la pépinière de poireaux. Donc pour vous rappeler, donc on avait un peu serré les fesses parce que il y avait des poireaux qui étaient un peu déjà sortis de terre. Heureusement pas tout. Bon, ça c'est un peu le problème du semoir mécanique, c'est que ça a tendance un peu à secouer, du coup on n'a pas exactement la même profondeur. Mais le résultat, j'en suis très satisfait. Alors même si, alors je sais pas si on va voir. Ouais, j'en ai quelques-uns, quelques poireaux qui étaient un peu trop grands, qui étaient à ce stade-là par exemple. Quand je les ai passés au thermique, ils ont pas trop kiffé l'idée. J'en ai perdu un petit peu, hein, sans vous mentir. Mais par contre, voilà, tout ce qui était mauvaise herbe autour, tout a dégagé. Alors forcément, il y en a des nouvelles maintenant, hein, qui sont apparues, hein, depuis le thermique. Hein. Mais par contre, au niveau du poireau, c'est pareil. Tout est en train de lever là. Et ce qu'on voit, hop, c'est en train de sortir. Il y en a encore plein qui arrivent. Hein. Donc voilà, j'avais hésité parce que j'en avais quand même pas mal qui étaient déjà sortis. J'avais peur d'en cramer. Bon, j'en ai cramé un petit peu, c'est sûr. Mais par contre, efficacité directe. Hein, tu reviens le lendemain, tu vois toutes les mauvaises herbes qui sont mortes. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, c'était un compromis technique. Et j'en suis bien content. Il y a même des petits plants de poireaux qui ont pris cher, mais qui reprennent. Je vois ceux-là par exemple, je les ai sacrément secoués, mais ils continuent à pousser quand même. Ils vont refaire leurs premières feuilles. Voilà, à la vidéo on voit pas bien les lignes, hein. Mais honnêtement la densité elle sera correcte et j'en aurai assez dans tous les cas pour faire mon poireau d'été. Puisqu'après, dès que le poireau d'été est terminé, on passe vite au poireau d'automne qu'on a planté en juin. Ça c'est pour la plantation dès que c'est bon à planter, quoi, en avril généralement. C'est toujours très long au début pour sortir, mais là après on va arriver dans une condition un peu plus chaude. Là je vois dans les serres il fait bon. Donc là ça va commencer à fuser. Tiens, et puis pendant qu'on est à côté, on va regarder si les carottes elles lèvent. Et pour les carottes c'est parti, ça commence aussi à lever. On voit par-ci par-là quelques lignes. Alors ça dépend comment a été placé le semoir. Et là on voit. Est-ce qu'on le voit là? On voit bien la ligne là. Donc ça c'est une belle densité. Par contre ici, mauvaise herbe, ça y va aussi. Hein. Ouh, 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 ouh. Ça y va sévère. Alors là par contre les carottes semées à l'automne, ça c'est... ça va aller mais c'est... j'aime pas, ça reste tout l'hiver humide comme ça. Donc ça verdit, il y a de la mousse qui se crée parce qu'il y a certainement de l'acidité de surface. Et puis ce climat qui reste humide tout l'hiver. Non, ça j'arrête. Je vais arrêter ça pour gagner une semaine au printemps. C'est pas... ça vaut pas le jus. Puis j'en perds énormément, j'ai quelques fonds de semis. Puis ça va se rattraper rapidement. On est samedi matin et j'en profite pour vous faire un petit point sur la mâche puisqu'on arrive bientôt sur la fin de saison. On est sur les... Là c'est les deux bandes ennemies qui me restent pour finir. Il y a encore voilà, c'est le dernier lot. Donc déjà vous dire que la saison c'est... Alors en termes de qualité de production ça s'est très bien passé. Puisque bon, j'avais les deux serres complètement remplies. On avait commencé ici, puis on a fait toute la serre là-bas. Et maintenant fini là. Donc ça fait 1000 m² en tout cette année. Et
j'ai quasiment, ça c'est la première année, j'ai quasiment rien jeté. Tout est parti, il n'y a pas eu de déchets, des fois il y a la maladie qui arrive, etc. Là, j'ai fait un gros programme de ventilation, enfin un gros programme. J'ai simplement laissé ouvert très longtemps, tout l'automne, même des fois en début de l'hiver, j'étais les serres ouvertes pour vraiment ça ventile, c'est vraiment la clé en fait en mâche, hein, pour pas avoir de maladie. Et donc toujours le nerf de la guerre dans la mâche, pour gagner sa vie, c'est d'avoir de la mâche qui pèse, qui fait un peu de poids. Et donc pour ça, il faut la laisser pousser. Et puis surtout, c'est beaucoup plus agréable pour les clients d'avoir de la mâche développée, parce que ça fait des plus grandes feuilles, c'est plus facile à travailler. Bref, tout le monde est gagnant quand il y a de la grande mâche. Alors jusqu'à Noël, ça s'est super bien passé. Et après, le gros défaut d'ensoleillement qu'on a eu maintenant, jusqu'à maintenant en fait, ça a été compliqué. Et j'ai eu de nombreux trous en mâche, des moments où je pouvais pas mettre de mâche au magasin parce qu'elle était trop petite. Et le problème après, c'est un cercle vicieux. Tu peux dire tu peux récolter un peu plus petit pour quand même en fournir, même si tant pis tu gagnes pas beaucoup là-dessus. Mais le problème c'est que quand tu cueilles petit, après les parcs ils partent beaucoup plus vite. Donc des fois j'ai été un petit peu trop vite. Et donc ce qui fait que voilà, c'était pas terrible à ce niveau là. Mais pour l'année prochaine déjà, j'ai commandé beaucoup plus de plants. Je dirais pas beaucoup plus, mais je me demande si je vais pas en prendre beaucoup plus. Quitte à déjà mettre 2 serres complètes ici en resserrant les densités, puisque j'avais fait un essai là-bas, il y avait une partie sans paillage plastique. Bon, clairement il n'y a pas de problème en plein hiver pour l'enherbement. Après voilà, le paillage plastique c'est une question pratico-pratique pour il n'y a pas de désherbage, mais surtout c'est pas comme il n'y a pas d'enherbement, c'est surtout pour la plantation, pour savoir où mettre et que ça soit plus rapide à planter. Mais après, s'il faut gagner un peu en quantité, optimiser plus la surface, voilà, il y a possibilité de mettre un peu plus de mâche en enlevant le paillage, en resserrant un peu plus, en utilisant les poinçonnements de la herse rotative, du rouleau de la herse rotative. Et puis après, j'envisage peut-être carrément de mettre un 3e tunnel de mâche pour assurer le coup. Parce que j'ai loupé quand même pas mal de ventes. À mon avis, j'ai la possibilité de faire un 3e tunnel. Et dans ce cas, il me faudra encore plus de plans. Je suis en réflexion. Et voilà, là j'attaque mon dernier parc. Bon, c'est très joli, hein, y a rien à dire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu plus gros. Bon, c'est pas mal, hein. Là franchement ça va. Là c'est correct. Mais moi j'ai toujours la mâche. Le top, c'est quand tu vois pas la mâche que ça couvre. Là c'est le stade idéal, clairement. Si d'un point de vue sanitaire c'est propre, s'il n'y a pas de maladie. Mais ça franchement je vous le dis, c'est l'aération. L'aération ça fait tout, hein. Faut laisser ouvert les serres. Surtout pas confiner des mâches, elles détestent ça. Sinon c'est directement de l'oïdium et d'autres maladies. Allez, moi je continue ma petite cueillette. Ah oui, à noter aussi, point important, c'est que là, on est quand même fin février. Les jours rallongent fortement, donc on pourrait très vite se faire surprendre par la pousse de ce lot-là. Donc vaut mieux prendre un peu de précaution, attaquer peut-être un peu trop tôt que trop tard. Parce qu'ici, à un moment donné, je vois ça commence à pousser déjà beaucoup plus vite. Mais avec les jours longs arrivant comme il faut, si on a un peu de soleil, là ça peut vraiment s'envoler. Voire même, si tu n'arrives pas à tout récolter, à monter. Contrairement en hiver, tu es sûr que ça va jamais monter. Donc en fait, là tu vois sur le dernier lot, j'en ai largement assez. Je suis sûr qu'il y en aura assez. Mais par contre sur les lots d'hiver, là je peux doubler. C'est les lots d'hiver où il faut vraiment mettre le paquet, où tu as peu de chances de perdre en fait de la mâche. Tandis que sur les premiers et les derniers, là c'est plus risqué. Et conclusion de cette vidéo sous ce beau coucher de soleil. Après il y a un samedi vraiment pluvieux, mais bon du coup ça laisse présager un beau dimanche ensoleillé. J'en profite de cette conclusion pour partager une petite information, enfin une petite demande on va dire. J'envisage la construction d'un frigo dans un de nos bâtiments là. J'ai envie de prendre une travée complète sur un bâtiment, donc 6 mètres sur 12, sur à peu près 5 mètres de haut. Donc j'ai envie de faire un cube en panneau sandwich isolant. Ce sera un frigo pour des légumes, donc du coup pour du stockage à 0 degré. Donc vous imaginez bien que c'est un budget certainement assez conséquent. Donc j'aimerais bien si vous pouvez me faire des petits retours sur vos installations, ce que vous avez déjà, ce que vous me conseillez.
en termes de technique au niveau isolation déjà, mais aussi au niveau du groupe froid. Parce que du coup pour l'instant bon, j'ai strictement rien, j'ai pas de panneau sandwich, j'ai pas de groupe froid, donc il faut que j'investisse dans tout. Donc si jamais il y en a qui par exemple revendent leur installation ou qui arrêtent une activité, par exemple qui ont déjà un frigo à 0 degré qui marche bien, pourquoi pas, voir, hein, je suis prêt aussi à acheter de l'occasion. Mais pareil, si vous avez des infos, des petits tips à nous partager sur les erreurs à éviter dans la construction d'un frigo, n'hésitez pas à me les partager, je les prends avec plaisir puisqu'on va commencer à étudier ça très sérieusement. Lundi j'ai un premier rendez-vous pour faire un devis. Donc, mais je pense que ça va piquer. Donc voilà, je pense que si on peut faire quelques économies à certains postes, ce sera pas de refus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. À nos stockés.